Salut ma gueule, c'est John Michael. Eh, t'aurais pas une petite dalle? Ah ouais, m'en parle pas, mais j'ai pas le temps de cuisiner là. Je crois que je vais me commander un fast-food. Pour tout avouer, je m'adressais pas à toi Billy, mais pour une fois tu tombes bien. Figure-toi que j'ai bien mieux qu'un fast-food à te proposer. Oh moi, tant que ça se mange... Va falloir changer tes habitudes alimentaires, mon grand. Si comme Billy tu vis ta vie à 100 à l'heure et que t'as pas toujours le temps de cuisiner, alors les produits YFood sont faits pour toi. YFood, c'est un assortiment de bars et boissons nutritifs de divers goûts qui vont te permettre de faire le plein d'énergie facilement. Une alternative saine à la malbouffe. Et c'est bon en plus. Voyons ça d'un peu plus près ma gueule. Les bouteilles contiennent 26 vitamines et minéraux et sont disponibles en deux tailles, 330 ml et 500 ml, mais aussi en deux versions, à base de lait de vache et de lait vegan. C'est un repas complet et équilibré à boire en 5 minutes et qui va te rassasier pendant 3 à 5 heures. Et si ton truc c'est plutôt la nourriture, il y a aussi des bars. Tout aussi saines que les boissons, elles constitueront le cas idéal et t'offriront 2 à 3 heures de satiété. Profite d'une réduction de 10% sur les packs variétés grâce à mon code Guillaume-YouTube ou en suivant le lien dans la description. 5 boissons de 500 ml pour essayer tous les goûts ou 8 bars qui te permettront là aussi de tout tester. Cerise sur le gâteau, les frais d'expédition sont offerts pour toute commande supérieure à 25 €. C'est pas magnifique? Alors si tu veux une solution rapide pour un encas à la fois bon et nutritif, n'hésite plus ma gueule. Tu m'en diras des nouvelles. Bon appétit et à bientôt. Tiens, et si on parlait d'Alien? Ça faisait longtemps. D'autant qu'il y a 2 gros projets qui vont pointer le bout de leur nez dans les années qui viennent, c'est donc le moment idéal pour faire le point. Depuis 2017 et la sortie d'Alien Covenant, les fans du Xenomorph n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. C'est un peu la décatombe, comme disent les dyslexiques. Dans un premier temps, on a eu droit à des rumeurs. Le fameux Alien 5 de Neil Blomkamp par exemple, qui aurait vu le retour de Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley. Un projet qui, après une annonce en grande pompe du réalisateur sur Twitter en 2015, n'est pas allé bien loin. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Le bonhomme étant capable du meilleur comme du pire. La rumeur prétend d'ailleurs que c'est Ridley Scott lui-même qui aurait demandé à Blomkamp de laisser les aliens tranquilles, étant donné qu'il était lui-même en train de faire sa petite tambouille dans son coin. Après Prometheus en 2012 et Alien Covenant en 2017, donc, Scott avait pour ambition de continuer sa saga préquelle avec Alien Awakening, qui aurait vu le retour de Michael Fassbender dans le rôle de l'androïde psychopathe David. Dans cet hypothétique 3e volet, David aurait donc fait face au dernier survivant de la race des ingénieurs lors d'un climax se déroulant sur la planète LV-426, là où tout avait commencé. On peut donc imaginer que le film se serait conclu au sein de la fameuse épave explorée par Kane, Dallas et Lambert dans le film original, ce qui aurait bouclé la boucle. Sauf qu'entre le flop au box-office de Covenant et son accueil critique extrêmement froid, on peut pas dire que ça se bousculait du côté de la Fox pour faire avancer le projet. Et quand Disney a fini par acquérir la Fox en 2019, bah tout a été mis en stand-by. Scott est donc parti voguer vers d'autres horizons, abandonnant l'idée de conclure sa trilogie. Et puis en 2022, voilà qu'on nous annonce un nouveau film Alien, écrit et réalisé par Fede Alvarez. Actuellement connu sous le titre Alien Romulus, voilà donc notre prochain rendez-vous avec les Xenomorphs, prévu pour une sortie en août 2024. Qu'est-ce qu'on sait de ce projet à l'heure actuelle? Pas grand chose j'avoue. Mais on va quand même essayer de trouver des trucs à dire, hein. Sinon cette vidéo n'aurait aucun intérêt. Alien Romulus donc est chapeauté par Fede Alvarez, réalisateur uruguayen qui aime bien les trucs un peu dark, hein, parce qu'il nous a fait le remake de Evil Dead en 2013, le film d'horreur Don't Breathe en 2016 et Millennium ce qui ne me tue pas en 2018. Et le bonhomme, bah il faut reconnaître qu'il ne manque pas de talent. Il maîtrise son suspense et se montre tout à fait capable de livrer de belles séquences choc. En témoigne son Evil Dead et surtout Don't Breathe, exercice de style rondement mené. Mais d'un autre côté, on peut pas dire qu'il soit du genre à réinventer la roue d'un point de vue purement scénaristique. Son Evil Dead par exemple, si sa mise en place était plutôt intelligente avec le personnage de Mia qui tente d'en finir avec son addiction, il n'évitait pas pour autant les éternels clichés du genre. Donc le gars, bon, c'est ni un Cameron, ni un Fincher. La comparaison est pas cool certes, mais on parle de la saga Alien. D'après le synopsis officiel, Alien Romulus se déroulerait donc sur une planète lointaine où un groupe de jeunes gens se retrouve confronté à la forme de vie la plus dangereuse de l'univers. Les guêpes? Au casting, Kelly Spiney, qu'on a pu voir dans le sous-côté saltant à l'Hôtel El Royal, et plus récemment dans Priscilla de Sofia Coppola, biopic sur l'épouse d'Elvis pour lequel l'actrice a été primée à la Mostra de Venise. Une jeune actrice prometteuse donc, qui semble avoir les épaules pour succéder à Sigourney Weaver. À ses côtés, Isabella Amherst, anciennement Isabella Moner, qu'on a vu dans Sicario la guerre des cartels, David Johnson, Archie Renault, Spike Fern, Aileen Wu, soit toute une tripotée de jeunes acteurs dont j'ai jamais entendu parler. Tel qu'annoncé par le synopsis, le casting est donc jeune, une grande première dans la saga. Si on compte pas EVP Requiem. En général, on évite de le compter celui-là. C'est un peu la marque de fabrique de son réalisateur qui aime mettre en scène des personnages jeunes plongés dans une situation qui les dépasse. C'était le schéma déployé dans Evil Dead et Don't Breathe. C'est aussi un habitué des personnages féminins qui se trouvent des ressources face au danger dans la veine de Ripley. On peut donc s'attendre à une confrontation finale en 1 versus 1 entre le personnage incarné par Kelly Spiney et le Xenomorph à la manière du film original. Pas très original certes, mais comme je le disais, Alvarez, c'est pas le genre à réinventer la roue. Plutôt le genre à suivre une recette avec talent, ce qui est déjà pas mal. Pour le reste, c'est vraiment difficile de développer sur le contenu du film vu le peu d'infos dont on dispose à l'heure actuelle, ça tiendrait plus de la spéculation qu'autre chose. Une chose qu'on sait de source sûre par contre, c'est que cet opus prend place entre Alien et Aliens, ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement retourner sur LV-426 au sein de l'épave du vaisseau ingénieur transportant les œufs. Un petit retour aux sources donc, à défaut de faire avancer le schmilblick. Pour ce qui est des Xenos, là aussi on aura droit à un retour aux sources puisque c'est Legacy FX et Studio Gillis qui ont conçu les créatures. Legacy FX étant rien de moins que les studios Stan Winston, et Studio Gillis l'atelier de Alec Gillis qui a travaillé sur 5 films de la saga Alien à partir du 2 jusqu'au second EVP. Ce qui veut dire qu'on aura droit à des effets pratiques à l'ancienne. Et ça c'est cool.
À l'heure où je vous parle, le film est en phase de post-prod et Alvarez a déclaré avoir montré son director's cut à Ridley Scott qui produit le film. Et face au résultat, Scott aurait déclaré, je cite Alvarez, c'est putain de génial. Ouais, parce que Scott, la putain de politesse, il n'en a rien à putain de foutre. Sachant que Scott, il est généralement pas ultra ouvert dès lors que quelqu'un d'autre touche à ses jouets. Il a pas aimé Blade Runner 2049 par exemple, auquel il reproche, je cite, d'être trop lent et trop long putain. Et en ce qui concerne la saga Alien, il a jamais caché son désamour pour les suites réalisées sans lui. Du coup, entendre dire une chose pareille, faut l'avouer, c'est surprenant. Donc soit Alvarez était en plein ego trip, soit il a suivi scrupuleusement les directives de Scott sur le tournage, ce qui a donc fait plaisir au réalisateur, soit... Le film est tout simplement bon. Et on va pas s'en plaindre. D'un côté, j'ai envie d'y croire, parce que j'aime bien la saga Alien, comme vous le savez, mais de l'autre, bah j'avoue que j'ai pas totalement confiance en Alvarez. Il est certes talentueux, mais il n'a selon moi pas encore prouvé qu'il était plus qu'un habile faiseur d'images. En témoigne son Millennium, lissé impersonnel au possible. La réponse au cinéma en août prochain. Parmi vous, je suis sûr qu'il y en a qui rêvent d'un nouvel opus de la saga Alien vs Predator. Je le sais, je vous vois. Mais du coup, vous allez peut-être pas aimer ce dont je vais vous parler là tout de suite. Il s'avère qu'on a appris il y a quelques mois qu'une série animée Alien vs Predator était produite, terminée et prête à être diffusée. Ouais, depuis 2015. Ça a fini au placard, quoi. Réalisé par le japonais Shinji Aramaki, qui avait à son actif de nombreux autres métrages animés tels que Appleseed, Starship Troopers ou encore la série animée Blade Runner Black Lotus, les 10 épisodes de la série Alien vs Predator Annihilation se sont donc retrouvés purement et simplement enterrés par le studio. C'est con, hein? En ce qui concerne le style d'animation, la série aurait été conçue à partir d'un mélange entre 2D et 3D avec une esthétique inspirée des animés japonais. Pour ce qui est du scénario, confié à Eric Calderon et Dave Baker, il est passé par divers stades de transformation. Dans un premier temps, il était censé être une adaptation relativement fidèle des comics originaux d'Alien vs Predator édités par Dark Horse, avec le personnage de Machiko Noguchi comme héroïne. On aurait ainsi suivi cette dernière à travers un arc s'étendant sur plusieurs années, au sein duquel elle devient notamment membre à part entière d'un clan Predator, tel que dépeint dans le comics Alien vs Predator War. Sauf que quand Aramaki a débarqué sur le projet, il s'est montré peu enthousiaste à l'idée de simplement adapter une histoire déjà existante. Il voulait poser sa patte sur cette série. Ce qui est parfaitement compréhensible. Le truc, c'est qu'il connaissait pas grand chose aux sagas dans lesquelles il mettait les pieds. Le seul opus qu'il avait vu étant Aliens de James Cameron. Pas forcément le meilleur choix pour s'occuper d'un tel projet donc, mais bon c'est comme ça. Aramaki développe donc un nouveau scénario avec son équipe japonaise. Une histoire où un personnage nommé le Game Master, maître des jeux, you're welcome, tente de répondre à la grande question, quelle est l'espèce la plus puissante au sein de l'univers? Ouais, le Game Master, il a pas grand chose à foutre de ses journées apparemment. Bien évidemment, ça se jouera entre aliens, Predator et humains, qu'il place dans un vaisseau spatial pour les voir se départager. C'est n'importe quoi. Quand les deux scénaristes originaux débarquent pour filer un coup de main à l'équipe japonaise, ils prennent pas de gants et leur disent d'oublier tout de suite cette histoire de Game Master. Au final, le scénario validé prenait place après Alien Resurrection au sein d'un immense vaisseau spatial dans lequel on aurait suivi un personnage à la Ripley qui devient la figure maternelle d'une jeune fille autiste s'avérant être une hybride humaine alien. C'est n'importe quoi. Ce personnage à la Ripley allait même finir par se retrouver au sein d'un robot de charge pour combattre une reine alien. Ah d'accord, il veut pas adapter le comics original, mais par contre pas de problème pour faire un plagiat d'Aliens, hein. En parallèle de cette histoire à base d'aliens, une seconde intrigue nous aurait permis de faire la connaissance de Hank, un soldat souffrant de syndrome post-traumatique suite à sa rencontre avec un Predator. Un Predator bien décidé à prendre sa revanche. Et forcément, les deux histoires auraient fini par se croiser, nous amenant à l'inévitable rencontre entre Alien et Predator. Et donc, les 10 épisodes furent réalisés, montés, mixés et prêts pour une sortie prévue pour l'Alien des 2016, soit le 26 avril. Une sortie qui n'eut finalement pas lieu. Face au résultat, Calderon et Baker, mis de côté par l'équipe japonaise pendant le processus, furent extrêmement déçus. Le scénario remanié était lamentable et l'animation datée, ce qui fait que la série semblait tout droit sortie des années 90. Est-ce la raison pour laquelle la Fox a finalement décidé de garder ça sous clé? C'est bien possible. D'autant qu'à ce moment-là, Alien Covenant et The Predator de Shane Black étaient en développement plus ou moins avancé chez la Fox. Il est donc possible que le studio n'ait tout simplement pas voulu courir le risque de sortir un animé de mauvaise qualité qui aurait fait du mal aux deux franchises. AVP Annihilation est donc bel et bien enterré, et selon moi, il y a peu de chances que ça ressorte un jour du placard. C'est dommage pour ceux qui ont travaillé dessus et je suis pas fan de cette façon de procéder, mais d'un autre côté, j'avoue que j'en attends rien. Donc ça me manquera pas. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Selon moi, s'il y a bien un projet Alien à suivre de près, c'est celui-là. La série produite par FX est prévue pour début 2025. Pourquoi c'est ce projet-là sur lequel mes attentes sont les plus élevées? Ça tient en un nom, celui de son showrunner, Noah Hawley. Noah Hawley, c'est le génie derrière Fargo, autre série FX adaptée d'un film culte, en l'occurrence le long-métrage des frères Cohen. Du thriller avec une bonne dose d'humour noir, sublimé par un casting toujours excellent qui change de saison en saison. Je vous recommande chaudement cette série. Mais Noah Hawley, c'est aussi Légion. Légion, la meilleure série Marvel que vous n'avez pas vue, putain. Parce que personne l'a vu cette série, c'est un truc de malade. Oui, je m'énerve, oui. Avec Légion, Hawley s'empare cette fois de l'univers X-Men et nous offre rien de moins qu'un pur chef-d'œuvre télévisuel. L'histoire de David, souffrant de schizophrénie depuis son plus jeune âge et qui finit par apprendre qu'il est en réalité le plus puissant de tous les mutants, Légion. Surréaliste, onirique et tout simplement fantastique point de vue stylistique, Légion déborde littéralement d'ambition et d'idées narratives, visuelles et sonores. Ça va vous retourner le cerveau, vous avez pas idée. Regardez Légion. C'est 3 saisons, 27 épisodes en tout, avec une vraie conclusion. C'est de très loin la meilleure série Marvel, mais ce sera insultant de la réduire à ça. Regardez Légion. Ça me tue qu'une série aussi géniale et unique soit si peu populaire. Regardez Légion. S'il vous plaît. Revenons-en à Alien.
Si j'ai totalement confiance en Holly, c'est qu'il a prouvé par 2 fois qu'il était capable de travailler sur des licences préexistantes pour les sublimer et les emmener en dehors des sentiers battus. Et c'est exactement ce qu'il a l'intention de faire avec Alien, qui se déroulera sur Terre à la fin du 21e siècle. Un contexte jamais exploré dans les films originaux, qui permettra donc de développer l'univers d'une manière inédite. Holly a d'ailleurs déclaré qu'il souhaitait adopter une approche similaire à celle de Légion, à savoir déconstruire cette histoire. Si on retire les aliens, de quoi parle cette saga? Quelles sont ses thématiques profondes? Le drame humain sera donc au cœur de la série, et les xénomorphes seront comme la cerise sur le gâteau. Ce qui est logique, on peut pas faire toute une saison avec des gens qui se baladent dans des couloirs et qui sont massacrés par des monstres. Au bout d'un moment, il faut raconter une histoire. Holly a également déclaré qu'il ne tiendrait pas compte de Prometheus et d'Alien Covenant. Selon lui, l'alien est bien plus intéressant si on le considère comme un organisme parfait issu de plusieurs millions d'années d'évolution, chose réfutée par les préquels de Scott. Et pour ce qui est de la direction artistique, il tient à ce que la technologie présente dans sa série soit plus proche de celle du film original, à tendance rétro-futuriste, que de celle des préquels, beaucoup plus moderne. Autre élément à noter, le showrunner souhaite mettre l'intelligence artificielle et le transhumanisme au premier plan de son histoire. On peut donc s'attendre à une série thématiquement riche. Dans le rôle principal, Sydney Chandler, la fille de Kyle Chandler, et à ses côtés, Alex Lowther, très bon acteur britannique qu'on a pu voir dans Black Mirror et The End of the Fucking World. On y retrouvera également Timothy Olyphant. Le tournage de la série avait démarré l'année dernière, mais la grève a bien évidemment tout décalé, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, l'équipe vient tout juste de faire son retour en Thaïlande, où les 8 épisodes de la série seront mis en boîte jusqu'à l'été prochain. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Holly en novembre dernier. Concernant les réalisateurs ou réalisatrices, pas beaucoup d'infos à l'heure actuelle. On sait simplement qu'Holly met en scène le pilote et qu'il a fait appel à Dana Gonzalez qui avait signé des épisodes de Légion et Fargo. À la musique, on devrait retrouver Jeff Russo, collaborateur fréquent de Holly, qui avait donc signé les BO de Fargo et Légion et qui n'est pas étranger à l'ASF étant donné qu'il avait également travaillé sur les séries Star Trek Picard et Discovery ainsi qu'Altered Carbon. Pour moi, ça reste surtout celui qui a signé la magnifique BO du non moins magnifique jeu vidéo What Remains of Edith Finch. C'est donc un compositeur de talent qui viendra poser sa pierre à l'édifice musical de la saga. Bref, ça fait quand même beaucoup de talent. Plus qu'à attendre début 2025 pour voir le résultat, en espérant qu'il n'y ait pas d'autre retard d'ici là. Après une pause de 6 ans, les aliens s'apprêtent donc à revenir envahir nos écrans de télé et nos salles de cinéma. Il n'y a maintenant plus qu'à espérer que le résultat soit à la hauteur des attentes. Personnellement, j'ai entièrement confiance en Noah Hawley pour ce qui est de la série, mais concernant le film, mes attentes sont plus modérées. J'espère juste qu'Alvarez saura se montrer ambitieux pour apporter quelque chose de neuf et marquant au sein d'une saga désormais vieille de 45 ans. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!